Attaque suicide du 11 septembre 2001 aux États-Unis d'Amérique restent vivaces au regard des images choquantes brandissant en mondiovision la mort sans appel de près de 3000 personnes et plus de 6000 blessés depuis lors. 23 ans après, la résurgence du terrorisme s'est démultipliée, méprisant les frontières et piétinant les souverainetés étatiques. On parle d'un triple phénomène de déterritorialisation en réticulation, organisation en réseau et de transnationalisation du dépassement du cadre étatique national. Les attentats, assassinats et prises d'otages perpétrés par les entrepreneurs de la violence extrémiste n'épargnent aucun pays. La menace terroriste djihadiste d'inspiration religieuse, celle ethno-nationaliste et séparatiste se mue, s'autonomise et s'émancipe même, donnant des sueurs froides aux États, appelés à se réinventer et à mutualiser leurs efforts pour faire face à cette menace devenue globale. La riposte, elle aussi globale, tant convoquée jusqu'ici, n'a pas réussi à stopper la saignée. Les victimes du terrorisme se comptent toujours par centaines, voire par milliers par endroits. Les impacts humanitaires, sécuritaires et socio-économiques réduisent presque à néant les efforts consentis, car on ne cesse pas d'avoir peur, on ne cesse pas de compter, de pleurer et d'enterrer nos morts. On ne cesse pas de fuir les territoires devenus des bases arrières ou des terreaux fertiles de la violence extrémiste qui oblige à repartir de nouveau, à tout recommencer nos vies misérables, pour emprunter l'expression de Victor Hugo. Mais que diable faut-il donc pour évincer l'anarchie des territoires? Pourquoi la menace terroriste persiste-t-elle toujours malgré l'armada des mécanismes déployés? Telles sont des préoccupations sur la table de Twilight ce soir. Bonsoir et bienvenue. Un panel d'intelligence fleurie et aguerrie, des géopolitistes, stratèges et internationalistes mordus des questions liés au terrorisme croisent le web avec des experts en sciences criminelles et historiens des civilisations et des religions. C'est dans quelques instants. Une pause et on se retrouve bien installés. Le professeur Franck Ebogo fait partie des panélistes de Twilight ce soir. Il est géopolitologue internationaliste, directeur du laboratoire d'analyse des dynamiques internationales et géopolitiques de l'Université de Yaoundé 2. Bonsoir professeur, bienvenue. Bonsoir madame, merci de m'avoir invité une fois de plus. À vos côtés, le docteur colonel Didier Badiek, consultant en stratégie et prospective sécuritaire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue et merci je veux dire aussi un bonsoir à tous les panélistes et j'espère que nous serons à la hauteur de ces questions que vous allez nous poser aujourd'hui. Sur la table du débat de Twilight, le docteur Lucien Bertrand-Nkenge, enseignant-chercheur en droit privé et sciences criminelles. Bonsoir docteur, bienvenue. Bonsoir madame Esso, bonsoir également aux autres copanélistes. J'espère que nous serons également à l'attente du débat mis ce jour sur la table. Last but not the least, en présentiel, bien sûr, Dr Fwapong Alassa. Il est historien des civilisations et des religions à l'université de Yaoundé 1. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Esso, bonsoir à tous mes co-panélistes et bonsoir à vos milliers, voire millions de téléspectateurs. La loi du mort kilométrique nous oblige bel et bien à commencer par le Cameroun. Vous verrez que le pays n'en est pas épargné par ces attaques terroristes multiples sur son territoire. Je vous propose de prendre langue avec ce reportage de Lucrèce Mbenga. Le Cameroun pris pour cible par les terroristes. Malheureusement,
Boko Haram ouvre la série noire dans les années 2013-2014. Non contente d'attaquer le Nigeria, la secte obscurantiste étend ses tentacules au Cameroun. Elle a tué environ 3000 civils et militaires, enlevé plus d'1 millier de personnes et fait environ 250 000 déplacés dans la région de l'extrême nord. Entre 2014 et 2022, l'armée monte au front, mais le Cameroun n'est pas au bout de ses peines. À la secte terroriste s'ajoutent les séparatistes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Qui ne se souvient des 8 enfants tués et une douzaine d'autres blessés lors d'une attaque de leur salle de classe le 25 octobre 2020? Des 24 civils tués par un groupe armé le matin du 6 novembre 2023 à Manfé. Comment oublier Cherish Limignou, 15 ans, tué par une bombe sur la place des fêtes en Kambé. Awa Dieudonné Fon, abattu en plein jour à Boya par des hommes armés quelques semaines seulement après son mariage. Le jeune Lancel Koum, infirmier à l'hôpital de district de Bafout, tué devant les malades. Ou encore le maire de l'arrondissement de Bello ainsi que ses 2 adjoints, ceux qui se risquent. Au décompte macabre, parle de 4000 personnes assassinées par des terroristes depuis 2017 dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les populations vivent dans la peur, le tourisme se meurt, l'agriculture et l'élevage se grippent, l'économie de ces régions se déstructure, les terroristes sans foi ni loi tuent, kidnappent, pillent, volent et violent. À quand la fin de la saignée? Des chiffres qui font froid dans le dos et professeur Franck Ebogo, géopolitologue internationaliste, directeur du laboratoire d'analyse des dynamiques internationales et géopolitiques à l'université de Yaoundé 2. Je vous accueille sur ce reportage de Lucrèce Mebenga. Avant de faire un commentaire, dites-nous d'abord, c'est quoi le terrorisme ? Écoutez, madame, il est très difficile de définir le terrorisme parce que cette notion est liée à la politique. Alors, c'est une notion qui prête à controverse et qui n'a d'ailleurs pas eu une acception juridique. Parce que chaque fois qu'on a voulu définir le terrorisme, on se heurte aux intérêts et même aussi aux luttes idéologiques. Alors, pour le dire simplement, le terrorisme peut être considéré comme l'usage de la terreur, l'usage de la violence pour frapper les esprits. On peut considérer que, en réalité, le terrorisme a pour finalité de répandre, de s'aimer la panique et la terreur au sein des populations pour faire fléchir les politiques. Et vous allez donc voir qu'en réalité, le terrorisme s'oppose, par exemple, à tout ce qu'on fait dans le domaine de la politique. Parce que la politique, il y a une finalité, c'est la quête du pouvoir. Alors que lorsqu'on recourt au terrorisme, en réalité, cette finalité politique est entre parenthèses. Ce qu'on met en avant, c'est d'abord l'usage de la violence et qui, dans certains endroits, peut être gratuite. Et vous allez aussi voir que le bilan même de ces attaques-là, il s'agit toujours des civils qui sont ciblés. Dans le reportage, on a vu que c'est plus de 3000 victimes, y compris les militaires. Mais lorsqu'on va interroger ces chiffres, vous allez voir que les cibles premières sont des populations civiles qui n'ont rien à voir avec les revendications des activistes. Alors, pour revenir très rapidement au reportage qui vient d'être fait, je vois bien que vous avez voulu commencer cette histoire tragique par l'année 2014. Mais aussi, on peut dire que pendant la période coloniale, on avait déjà des actes terroristes qui étaient perpétrés notamment par l'administration coloniale. Vous vous souvenez, la répression de l'UPC en pays Bassa ou encore en pays Bamileke, l'usage d'un certain type d'armes qui était illicite. Et vous allez également voir dans l'histoire politique du Cameroun avec ce qu'on appelait les maquisards, l'usage disproportionné de la violence, des assassinats et autres. On peut ranger tout cela dans le registre du terrorisme. Évidemment aussi, à partir de 2013-2014, lorsque Boko Haram entre au Cameroun, c'est véritablement à ce niveau-là que l'opinion publique nationale a été alertée, a été sensibilisée par rapport à ce qui se passe. Mais il faut dire que cette pratique-là est antérieure à ce que nous avons aujourd'hui, puisqu'elle remonte à cette période coloniale.
Docteur colonel Didier Badjek, consultant en stratégie et prospective sécuritaire, le professeur Franck Ebogo situait les origines de ce terrorisme-là au Cameroun. Et dans le monde, il y a comme un manque d'accord sur les origines de ce terrorisme-là. Oui, disons qu'on peut... Tout ne débute pas avec le 11 septembre 2021. Non, du tout. Le terrorisme, on peut considérer que dans le monde moderne, a pris ses sources au 19e siècle, au 20e siècle, avec des structures comme l'État, déjà, l'IRA, qui commençait déjà à proposer des solutions violentes à la place des solutions politiques, ou alors consensuelles. Et aujourd'hui, s'attarder d'ailleurs sur comme le professeur l'a dit d'ailleurs, s'attarder sur la définition du terrorisme, on n'en finirait pas parce que il y a une géométrie variable quant au concept, quant au regard que nous avons envers le terrorisme. Il y a des États aujourd'hui qui pratiquent opiniâtrement le terrorisme. Lorsqu'il y a par exemple une disproportion, n'est-ce pas, de l'armement qu'on oppose dans une situation de guerre, n'est-ce pas? Parce qu'on a les trois modes qui peuvent exister, soit un mode asymétrique, soit un mode symétrique, soit un mode dissymétrique. Lorsque vous êtes même en dissymétrie, vous êtes déjà dans une sorte de terrorisme étatique. C'est-à-dire que vous prenez le marteau pour tuer un moustique. Et cela se vérifie aujourd'hui un peu partout. C'est-à-dire que avec tout ce qui plane comme bombe, avec tous les principes de guerre des droits de l'homme qui ne sont pas respectés, eh bien on peut aussi appeler ça du terrorisme. On regarde le terrorisme aujourd'hui qui fait plus de ravages ouverts, tels que par exemple le terrorisme au niveau des radicaux, le radicalisme et tout ce que cela comporte. Mais je pense aujourd'hui que ce qu'il faudrait comprendre, c'est que c'est une action violente, n'est-ce pas, qui est destinée à atteindre des objectifs politiques sous d'autres manières pour faire flancher, n'est-ce pas, généralement une entité qui devrait se passer comme étant une entité conventionnelle. On est bien d'accord, le phénomène a pris de l'ampleur? Le phénomène a pris de l'ampleur. Pourquoi? Parce que non seulement il est polymorphe, il est complexe, et il peut avoir plusieurs origines. Là, on voit le terrorisme qui a des causes irrédentistes ou des causes islamistes, n'est-ce pas? Mais c'est pas seulement cela. Et le problème, c'est la convergence entre les groupes terroristes qui peuvent s'associer désormais à tout autre groupe, n'est-ce pas, mafieux, pour des activités interlopes, et qui vont créer désormais ce qu'on appelle des zones grises, et qui vont compromettre certaines parties de l'État, de la nation. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est les connivences qui peuvent exister entre le terrorisme et le banditisme, le brigantisme normal qui existe. Et ça devient donc un mode d'emploi qui se développe de plus en plus. Vous voyez par exemple dans la zone de Boko Haram, qui aujourd'hui a été légèrement pressé vers le nord-est du Nigeria, vous allez voir qu'il y a beaucoup de connivence, non seulement entre les autres groupes terroristes, ce qui fait que ça l'internationalise, n'est-ce pas, et appelle maintenant à des réponses globales, mais également, lorsqu'ils sont installés, ils génèrent, n'est-ce pas, une économie du terrorisme, une économie de la guerre qui leur permet d'être résilients à tout moment. Et à partir du moment où ils n'ont pas des bases stables et qu'il y a une véritable dynamique de déplacement, n'est-ce pas, et avec des moyens, hein, aujourd'hui, ils s'approprient des moyens qui sont des moyens modernes, eh bien, il faudrait aussi savoir donc, que ce sera de plus en plus difficile à pouvoir combattre cette structure qui est opaque et qui est diffuse en même temps. Et ce qu'il faudrait s'hasarder à ne pas faire, c'est de se dire que le terrorisme ne réfléchit pas. Le terroriste réfléchit, il a des centres de gravité, il a des stratégies. On va y arriver, mais voilà. Avant, poursuivons avec les causes de ce terrorisme. Et j'accueille sur cette question le docteur Lucien Bertrand-Kenge, enseignant, chercheur en droit privé et sciences criminelles. Vous êtes plutôt d'accord avec ces causes relevées par le docteur colonel Didier Badjek? Madame Esso, nous sommes pratiquement d'accord avec ce qui a été développé par le docteur Badjek et le professeur Franck Ebogo. Mais il convient ici pour nous de
accentuer davantage également la réflexion sur l'incrimination du terrorisme comme cause. L'incrimination du terrorisme comme cause, pourquoi? Parce que le terrorisme étant, vous l'avez dit dans votre propos liminaire, une menace supranationale, mais davantage transnationale du point de vue des conventions, amène donc ou donne la liberté ou permet à ce que chaque État partie aux différentes conventions puisse, n'est-ce pas, prendre des dispositions au plan interne pour pouvoir incriminer. Or, on se rend donc compte que la question de la souveraineté amène à ce que chaque État dispose de la marge nationale d'appréciation. Et la marge nationale d'appréciation entraîne donc le fait que à certains États, on ait une incrimination plus large, à d'autres États, des incriminations plus souples. Et donc, le phénomène, au-delà de la dimension incrimination, c'est-à-dire définition des infractions, on a également la dimension de sanction, où on se rend compte que dans certains États, en fonction de la conjoncture, on a des sanctions plus difficiles. Dans d'autres États, on a des sanctions qu'on pourrait qualifier de relativement souples. Nous prenons par exemple le cas du Tchad, qui a enlevé la peine de mort, n'est-ce pas, dans son amada pénal. Et donc, par conséquent, l'intelligence criminelle, comme disait le docteur-colonel Didier Badjek, amène donc aujourd'hui, ou peut amener aujourd'hui, le terroriste, n'est-ce pas, à quitter des zones où il estime que la sanction est suffisamment forte ou suffisamment dure pour aller, n'est-ce pas, exercer les actions terroristes vers des lieux où on pourrait qualifier de paradis pénaux, selon le jargon des pénalistes. Donc, du point de vue déjà de l'incrimination, c'est-à-dire normatif, on peut déjà voir cette dimension-là. Au-delà de cette dimension, pour le pénaliste que nous sommes, nous avons 3 facteurs qui amènent à expliquer la criminalité. Nous avons les facteurs disposants, nous avons les facteurs préparants et nous avons les facteurs déclenchants. S'agissant des facteurs disposants, et généralement, nous pénalistes, nous avons l'impression, peut-être une mauvaise impression, mais une impression quand même que l'analyse des causes du terrorisme ne tient pas compte souvent de la personne même terroriste. Parce que nous avons la théorie des gènes criminogènes ou alors de l'homme criminel né qui a fait l'objet de moult débats. Et cette théorie nous amène à comprendre également que on peut avoir dans des causes du terrorisme le fait que quelqu'un soit prédisposé à commettre ce type d'infraction. Pas pour l'argent, pas pour l'économie de la guerre, mais parce que naturellement, il est entre guillemets fait ainsi. À côté des facteurs prédisposants, nous avons les facteurs préparants. Et les facteurs préparants renvoient généralement à tout ce qu'on peut qualifier de drogue et tout ce qu'on peut qualifier de drogue, d'alcool, ainsi de suite, qui, n'est-ce pas, rendent ou amènent le terroriste dans une situation seconde où il peut avoir le courage pour commettre davantage ces éléments-là. Et enfin, on a les facteurs déclenchants. Ça peut renvoyer au milieu, c'est-à-dire le milieu choisi, le milieu imposé. Ça peut renvoyer, n'est-ce pas, à la formation, ça peut renvoyer à plusieurs autres choses, n'est-ce pas, que le législateur camerounais de 2014 a bien réceptionné lorsqu'il parle, n'est-ce pas, de la participation aux infractions de terrorisme. Donc, globalement, on peut situer les causes de terrorisme à plusieurs niveaux, comme je l'ai dit, niveau juridique, purement de droit avec la question des paradis pénaux susceptibles de naître, et le niveau criminologique avec, n'est-ce pas, la question des facteurs criminels. Docteur Fouapon Alassa, historien des civilisations et des religions à l'université de Yaoundé 1. Alors j'aimerais que vous reveniez notamment sur les typologies de terrorisme. On a l'impression aujourd'hui qu'on parle beaucoup plus du terrorisme islamiste ou djihadiste. Oui, vous savez, le terrorisme, je crois mes copanélistes venaient de le dire, c'est un phénomène très complexe et dynamique. Difficile de comprendre sans tenir compte de chaque contexte, c'est-à-dire des contextes politiques, des contextes socio-économiques et même des contextes de choc de culture ou de civilisation. Et effectivement, nous disons tout simplement que dès le départ, notamment, nous sommes partis des attentats du 11 septembre
2001 où tout le monde a, d'une manière ou d'une autre, entendu parler du phénomène du terrorisme. Et malheureusement, cette époque-là, on nous a présenté le terrorisme comme une guerre du monde musulman contre le monde occidental, parce que c'était cette façon, plus que on a montré des terroristes qui seraient originaires d'une religion, et du coup on a développé le concept de terrorisme islamiste, et qui malheureusement a laissé des soupçons au sein d'une certaine classe ou communauté à travers le monde et dans toutes les autres sociétés. Mais au fur et à mesure qu'on a évolué, on s'est rendu compte que, en principe, la religion n'était dans le phénomène du terrorisme qu'un canal incitateur ou idéologique qui pourrait être instrumentalisé ou utilisé pour, n'est-ce pas, voiler les objectifs finaux des groupes terroristes qui parfois sont la recherche, le contrôle du pouvoir, l'affaiblissement des États centraux, parce que ce qui nous a amené à faire cette analyse, c'est lorsqu'on fait une géolocalisation des groupes terroristes, même ces groupes qu'on qualifie aujourd'hui de djihadistes, on se rend compte que c'est un ensemble de groupes qui tentent, je l'ai dit, à affaiblir les États centraux, à contrôler la criminologie au niveau transfrontalier, et surtout s'installent dans des foyers où il existe des ressources naturelles. Vous allez prendre un peu partout dans le monde, que ce soit en Irak, que ce soit au Liban, que ce soit récemment dans la bande sahélo-sahélienne, le Nigeria, le Burkina, la Centrafrique, même le Niger. Vous vous rendez compte que ces groupes terroristes sont effectivement localisés dans des espaces qui regorgent d'importantes ressources naturelles. Ce qui a amené les spécialistes aujourd'hui à dire qu'il ne faudra plus tout simplement considérer que l'idéologie religieuse suffirait pour expliquer ou alors donner la cause de la présence d'un groupe terroriste dans un territoire donné. Pour ça, Franck Ebogo, de ce terrorisme, notamment parlant de ces diverses mutations, on se rend bien compte qu'on est parti, selon certains analystes, de la scène internationale pour la scène nationale où des acteurs se lèvent contre leur patrie, leur nation. Écoutez, avant de répondre à votre question, vous permettrez de compléter le développement fait par mon collègue, le docteur Foipon. Parlant justement de la typologie du terrorisme, on peut convoquer deux grandes variables, la variable politique pour classer le mouvement terroriste et également la variable idéologique ou bien religieuse. Alors, du point de vue politique, on peut avoir un terrorisme d'extrême gauche. Historiquement, on en a eu. On a eu des mouvements d'extrême gauche qui ont notamment sévi dans les années 70. Tous les mouvements qu'on appelait révolutionnaires qui s'attaquaient notamment aux riches dans un certain nombre de pays en Occident, sont des mouvements, Septembre Noir et autres, sont des mouvements d'extrême gauche qui ont à un moment donné eu recours à la violence. Vous avez également des mouvements terroristes d'extrême droite. Le colonel Badjek a parlé de l'IRA, le TA et autres, tous ces mouvements indépendantistes, souverainistes, autonomistes, en Europe par exemple, que ce soit en Irlande, l'Écosse par exemple, en France, en Espagne, etc., sont des organisations. D'ailleurs, dans certains cas, vous aviez une branche politique et de l'autre côté une branche militaire. Et maintenant, au niveau idéologique ou bien religieux, on a également, d'ailleurs, ça aussi, il faut le dire à l'attention de tous les téléspectateurs, toutes les religions ont des extrémistes. Il y a des fondamentalistes dans toutes les religions.
Cela est prouvé historiquement. Ce qu'on appelle les fous de Dieu, en réalité, sont ceux qui ont une lecture extrême du texte sacré, que ce soit la Bible, le Coran ou encore la Torah. Vous allez voir d'ailleurs en Israël aujourd'hui, lorsqu'on vous parle des Juifs ultra-orthodoxes, on a cette typologie dans toutes les religions. Malheureusement, historiquement, à partir de 2001, c'est surtout le terrorisme islamiste qui s'est donné à voir. Mais il faut dire que dans toutes les religions, on a eu cela. Alors maintenant, pour revenir à votre question, il faut dire que la frontière entre le dedans et le dehors est très ténue lorsqu'on parle du mouvement terroriste. Pourquoi ? Parce que le terrorisme veut dépasser justement l'étatisme. Le mouvement terroriste ne font pas allégeance à l'État en tant qu'organisation politique. Au contraire, même d'ailleurs. Donc, on peut assister, dans certains cas, à l'internationalisme terroriste dans le monde. Vous avez des alliances, parfois des saisons ou des raisons qui existent entre des mouvements terroristes, en parlant de Boko Haram, que je connais mieux parce que j'ai publié 3 ouvrages dessus. Lorsqu'on vous parle de Boko Haram a eu à faire allégeance à l'État islamique, par exemple. Or, si vous regardez bien, non seulement d'abord l'agenda politique de Boko Haram, en réalité leur agenda c'était la mise en place d'un califat sur l'ancien territoire occupé par le royaume du Kanem-Borno. Ce qui n'entre pas d'ailleurs dans l'agenda politique de l'État islamique. Mais ils ont eu besoin de cette vision, de cette couverture internationale, n'est-ce pas, pour se faire entendre. Et d'ailleurs, pour montrer que leur combat ne se situe pas dans la sous-région, mais que c'est un combat tout à fait international. Alors, colonel Didier Badjek, comment comprendre que ces terroristes-là ont toujours besoin de l'ampleur, des effets à grande échelle pour mener, pour cibler? Pourquoi est-ce qu'ils ciblent des personnes précises, des bâtiments précis? Pourquoi? Bien, il faut se faire connaître, c'est-à-dire que pour faire élever, n'est-ce pas, la graduation de la menace, la graduation de leur cause, il faudrait être capable de faire des actions d'éclat et on ne peut pas les faire si jamais la terreur, qui est l'élément fondamental de leur modus operandi, n'est pas mise en exergue et multipliée. Donc le terrorisme, en réalité, son carburant, c'est la terreur. Et malheureusement, lorsque cette terreur s'applique, elle s'applique sur des objets ou alors des hommes, n'est-ce pas, des cibles qui sont soit les plus vulnérables, c'est-à-dire qu'on va frapper des hommes, on va frapper des femmes enceintes, on va frapper des femmes, on va frapper des enfants, ou alors, n'est-ce pas, des infrastructures qui sont dites critiques ou stratégiques, un pont, un immeuble, des cibles de ce genre. Eh bien, c'est pour se faire connaître. Le terroriste, en réalité, ne peut pas vivre si jamais il n'a pas en sa faveur ces actions, ces actes qu'il pose sur le terrain qui sont de nature à le faire connaître. Et plus il en fera, plus il sera pris au sérieux, n'est-ce pas, en termes d'éléments bellicistes. Et c'est un peu l'effet final recherché du terrorisme, c'est cela. Alors, oui, allez-y. Alors, comment les nations s'organisent-elles aujourd'hui pour combattre ce terrorisme-là qui a pris de l'ampleur dans le monde entier? Je suis désolé de vous dire que c'est un peu biaisé parce que les nations ne sont pas sincères déjà. Ce qui est considéré comme être du terrorisme dans certaines situations ne l'est pas dans d'autres. C'est ce qu'il faut déjà remarquer. Je ne vais pas donner des exemples ici qui risquent d'être désobligeants pour notre diplomatie. Mais je veux dire qu'il y a ce regard, comme je le disais, mon avant-propos, qui est un regard de géométrie à géométrie variable, qui fait justement, qui pollue même une certaine, on va dire quoi, une certaine sécurité collective autour du terrorisme. Et c'est cela qui choque effectivement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avaliser certaines actions qui sont menées outrageusement sues et vues par tout le monde, et que d'un autre côté, vous les condamniez. C'est ça. Déjà pour que les gens puissent... Il y a eu un seul moment où, n'est-ce pas, le monde entier a essayé de vouloir créer un espace synergiciel
pour lutter contre le terrorisme, c'était après le 11 septembre. Mais cela s'est dégradé juste après cela, n'est-ce pas, par d'autres problèmes d'influence, de leadership dans le monde, de la redéfinition, n'est-ce pas, du nouvel ordre mondial. Et je dois vous dire que il y a certains qui utilisent même ce terrorisme pour arriver à des fins géopolitiques, à des fins géostratégiques. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que la Fédération des États ou bien la sécurité collective aujourd'hui, que pourtant souhaité et qui est la seule barrière, puisque le terrorisme s'est internationalisé, eh bien, c'est la communauté de la sécurité qui peut être la seule à pouvoir, n'est-ce pas, lutter contre le terrorisme. C'est une menace, vous l'avez dit au départ, au début de vos propos, que c'était une menace qui était globale. Il faudrait donner des réponses globales, s'affranchir de tous les éléments diplomatiques, s'affranchir de tous les éléments étatiques, puisque le terrorisme ne s'affranchit pas du territoire et de la frontière, et crée ces zones grises quand il entend. Et donc, tout cela fait qu'il faut un minimum de participation, de concertation pour créer effectivement cet espace synergiciel. C'est d'après vous les raisons qui justifient le fait que cette menace-là perdure? Tout à fait. Il n'y a pas de communication dessus. Il n'y a pas de véritable réflexion. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui agit avec beaucoup d'hypocrisie. C'est-à-dire que les intérêts sont cachés derrière. Et on vous aborde, n'est-ce pas, de trois manières possibles, soit avec du soft power, en vous montrant les dents, et si vous vous laissez charmer, c'est votre problème, soit par le hard power, en frappant fort, ou alors quand on estime qu'il y a une symétrie au niveau de l'intelligence, on vous brandit le smart power. Donc c'est cela, c'est-à-dire que chaque État, en réalité, évolue en fonction de ses intérêts et peut s'associer effectivement avec le diable pour y arriver. Vous savez très bien, je ne vais pas également donner des exemples ici, qu'il y a des puissances qui financent le terrorisme, n'est-ce pas, pour avoir des échos ou alors pour avoir des effets sur une autre puissance dont elle est en train, n'est-ce pas, de se tirer des dividendes en termes d'influence. Alors, docteur Lucien Bertrand-Kengue, enseignant-chercheur en droit privé et sciences criminelles, on parle du terrorisme et on remonte au 11 septembre 2001 à la suite de ces attentats-là. Il y a pourtant eu des résolutions, notamment celle 1373 du Conseil de sécurité adoptée après ces attaques. Pourquoi est-ce que la menace perdure alors qu'il y a un armada de lois pour encadrer ce mécanisme-là, cette menace, pardon? Oui, c'est véritablement comme ce que disaient mes prédécesseurs. Malgré la densité normative sur la question du terrorisme à travers les conventions générales et même sectorielles, véritablement, le problème se situe au niveau de la sincérité des États par rapport à la question du terrorisme. On voit par exemple le débat sur la question de l'extradition. Dans certaines hypothèses ou dans certains cas de figure, un État parvient à obtenir l'extradition. Dans d'autres cas de figure, un État ne parvient pas à obtenir l'extradition. Pour davantage accentuer ce que le docteur Badjek disait tout à l'heure, la question de la terreur, on peut aussi voir la dimension médiatique. La dimension médiatique, sans le vouloir, participe, n'est-ce pas, à publiciser cette terreur. Parce que, bien évidemment, si dans certaines hypothèses où certains médias se considèrent, où certains médias évoluent comme des médias, n'est-ce pas, responsables, on a d'autres médias qui ont tendance d'une certaine manière à justifier ou à légitimer, n'est-ce pas, l'action terroriste, que ce soit au plan interne, mais également au plan international, et changeant même l'incrimination du terrorisme pour pouvoir donner, n'est-ce pas, une certaine raison, une certaine justification à ce qui est fait là. Donc, véritablement, l'armada normatif ne résiste pas face à la dimension des États qui ne veulent pas, n'est-ce pas, agir avec sincérité, qui refusent avec la question de la souveraineté. Vous savez qu'il y avait la fameuse question du droit de poursuivre. C'est-à-dire que vous commencez les actions, vous vous rendez compte que l'ennemi a traversé, mais vous devez requérir, n'est-ce pas, une autorisation pour poursuivre. Or, le temps d'obtenir ces autorisations-là, l'ennemi s'est déjà dissipé. Donc, véritablement, la question de
persistance du terrorisme ne se limite pas, ou alors se réduit davantage à la dimension ou à la volonté des États, n'est-ce pas, de vouloir lutter, de vouloir, n'est-ce pas, juguler leurs efforts pour éradiquer cette menace. Docteur Fapon Alassa, historien des civilisations et des religions à l'Université de Yaoundé 1, dans une histoire comparée des pays, par exemple en Afrique, comment est-ce qu'ils se sont déployés au quotidien pour lutter contre le terrorisme? Je crois qu'on peut situer le déploiement des États africains à deux niveaux. Le premier niveau, c'est juste, nous allons pas revenir très lointain dans l'histoire, mais prenons à partir de l'attentat du 11 septembre, où effectivement on commence à montrer aux États africains que cette menace était globale et qu'ils étaient également concernés par le terrorisme. C'est-à-dire qu'au niveau du système mondial, groupé au sein du système des Nations Unies, on a pris un certain nombre de dispositions de conventions où les parties, puisque les États africains sont membres de l'Organisation des Nations Unies, où il fallait accompagner tous les États à lutter contre ce phénomène, justement avec un armada juridique et parfois, malheureusement, avec la multiplication des bases militaires, parce que ça a donné une sorte de justification aux grandes puissances pour réinstaller les bases militaires dans certains pays africains au nom de la lutte contre le terrorisme. Alors malheureusement, et ce que nous avons réalisé ou alors constaté après cette période généralisée de lutte contre le terrorisme dans le monde, on s'est rendu compte que où le pôle de terrorisme avec ces attentats dont vous avez évoqué dans vos propos, le terrorisme baisse, mais s'accentue dans les pays africains. C'est-à-dire qu'en 2022, le centre de recherche de l'Union africaine sur le terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent montre que le terrorisme, lorsqu'il est en train de baisser dans une autre partie du monde, en Afrique, ça prend un peu de l'ampleur avec l'assassinat déjà de Mohamed Kadhafi, qui a déstabilisé carrément toute la bande sahélo-sahélienne avec tout ce que nous avons connu au Mali. Alors, après ces étapes-là, les États africains ont trouvé nécessaire de mutualiser en interne leurs forces, c'est-à-dire en créant des groupements. Vous avez à partir des G5 Sahel, G7 Sahel au niveau de l'Afrique centrale. Vous avez vu le Cameroun, le Tchad, le Nigeria qui ont également créé une structure pour mutualiser une réponse militaire aux actions du terrorisme. Et plus tard, les États se sont effectivement rendus compte que la réponse normative avec les lois et la réponse militaire n'était pas suffisante pour lutter contre le terrorisme. Il fallait, après avoir démontré que ces causes du terrorisme étaient à la fois politiques, on a parlé de ces déficits de gouvernance, des questions de démocratie et également économiques, qui est un facteur qui est attractif pour des jeunes désœuvrés dans ces pays que le reportage a cité tout à l'heure, parce qu'il faut noter que le terrorisme, nous avons à trois niveaux. Vous avez ceux qui pensent, c'est-à-dire les idéologues, qui réfléchissent, qui pensent, qui est au premier niveau. Vous avez le deuxième niveau, qui sont ceux qui financent. Il faut savoir qui finance le terrorisme. Et généralement, c'est au dernier niveau, combattre le terrorisme au dernier niveau, c'est-à-dire ceux qui mettent en œuvre le terrorisme. Et c'était ça le problème des États, c'est-à-dire on a beaucoup plus commencé par combattre directement le dernier niveau de ceux qui mettent en œuvre, c'est-à-dire les combattants de Boko Haram que vous avez sur le terrain, mais récemment, quand même, à partir de 2019, avec la résolution 2462, on a commencé à aider les États sur le plan financier, à lutter contre le financement du terrorisme. Mais là, je rejoins le docteur Bajek qui disait l'hypocrisie, parce que avec l'armada numérique, les courroies sophistiquées des transferts de fonds, on peut véritablement tracer la provenance des fonds. Et lorsque les États ont commencé à tracer, le financement du terrorisme a muté,
qui est parti et le financement n'était plus formel mais informel avec la prise des otages, l'organisation de ce que le docteur a appelé l'économie du terrorisme, où à l'intérieur, vous avez même des complicités internes au sein des États, des personnes qui profitent de ce grand marché pour faire circuler les drogues, le trafic des hommes, et tellement de trafic que ça devient difficile pour les États de contrôler toutes ces économies-là. Et jusqu'ici, ça perdure parce qu'il faut savoir agir sur chaque maillon où se trouve la cause incitatrice et la cause attractive du phénomène du terrorisme. Professeur Franck Ebogo, sur le déploiement des États dans la lutte contre le terrorisme. Oui, disons que ce déploiement est encore problématique parce que lorsque vous prenez l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine, elle avait été conçue dans un schéma de lutte contre les guerres interétatiques, c'est-à-dire dans un schéma symétrique. C'est-à-dire qu'il était question au début des années 2000, lorsqu'on a mis l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine, de lutter, c'est-à-dire de réduire la belligérance étatique ou interétatique, ce qui a quand même porté des fruits puisque les guerres interétatiques ont nettement diminué en Afrique. Mais cette architecture n'avait pas prévu les conflits asymétriques et c'est tout le problème que nous avons aujourd'hui. Si vous prenez par exemple la conférence de Yaoundé, la conférence du COPAX de Yaoundé en 2015, parce que les chefs d'État se sont retrouvés en février 2015 pour lutter contre Boko Haram. On avait effectivement convoqué les textes du COPAX, notamment deux instruments, le pacte de non-agression, dans lequel tous les États de l'espace CAC s'engagent à ne pas se faire mutuellement la guerre, mais surtout le deuxième texte qui est le pacte autant pour moi d'assistance mutuelle, qui avait été donc déclenché à cette occasion. Le pacte d'assistance mutuelle veut que si l'un des États membres est attaqué, eh bien en solidarité, tous les autres États vont attaquer l'agresseur. Alors, dans le cas d'espèce, l'une des résolutions de cette conférence du COPAX de Yaoundé, c'était justement que tous les États de la CAC s'engageaient à faire la guerre contre Boko Haram. Mais là encore, il faut quand même le dire explicitement, les textes du COPAX en Afrique centrale ou bien du CPS à l'échelle continentale n'ont pas véritablement prévu cette hypothèse d'une guerre asymétrique qui serait de nature internationale ou bien transnationale. Donc il y a un défi à faire à ce niveau-là. C'est vrai, il y a des textes même au niveau interne, au niveau international, au niveau continental, il y a des textes, mais le problème ne se situe pas au niveau des textes. Les activistes de Boko Haram, pour ne citer que cela, je ne suis pas sûr qu'ils soient au courant des textes. Ils ne les lisent même pas. Ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant des peines encourues. Est-ce que ces textes-là sont faits pour eux? Non, c'est fait pour eux, puisque lorsqu'on va les appréhender, évidemment, on va les juger par rapport à ces textes qui ont été adoptés. Donc, je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là. C'est vrai, il y a un appel à la solidarité qui a été lancé. Le président Paul Biya l'a dit, en menace globale, réponse globale. Il y a des réponses globales qui sont menées. Il y a des réponses souverainistes qui sont menées. Si vous prenez par exemple le cas de la lutte contre Boko Haram, il y a eu une réponse régionale, ou si vous voulez sous-régionale, l'activation de la force multinationale mixte, de la CBLT. Et il y a eu des financements qui sont venus de l'extérieur. Et il y a eu également ce qu'on peut appeler une dynamisation de la coopération bilatérale sécuritaire entre le Cameroun et le Tchad, entre le Cameroun et le Nigeria. Mais je crois qu'il faut encore aller très loin parce que ces réponses-là ne sont qu'en réalité des réponses conjoncturelles. Il faut attaquer les racines même du terrorisme qui ont été d'ailleurs soulevées ici par le docteur Fouapong, c'est-à-dire il faut s'attaquer aux causes structurelles du terrorisme. Globalement, elles sont de deux ordres. Il y a d'abord un déficit de gouvernance économique, le chômage et autres, qui fait qu'en réalité, les désœuvrés sont vulnérables.
Ils sont à la merci des entreprises terroristes. Et la deuxième cause structurelle, c'est justement un déficit en matière d'éducation. Je pense que si les États travaillent en matière de promotion de l'éducation et en matière de développement, on va réduire la vulnérabilité d'une bonne tranche de jeunes qui s'adonnent à cette entreprise criminelle terroriste, parce que en réalité, soit ils n'ont pas les moyens, c'est-à-dire de survivre ou d'exister, de vivre, mais également aussi parce qu'ils n'ont pas été formés, parce qu'ils ne sont pas allés, par exemple, à l'école. J'aimerais que vous reveniez, professeur, sur cette notion d'asymétrie, puisqu'elle semble poser problème selon vous. Qu'est-ce que vous entendez par cette notion-là? Oui, il s'agit des termes techniques. Lorsqu'on parle de symétrie, il s'agit d'un chemin dans lequel deux États, ou plutôt un chemin dans lequel les États se battent entre eux. On parlera de guerre symétrique ou bien de guerre conventionnelle, c'est-à-dire encadrée par les conventions de Genève. Mais par contre, les guerres asymétriques mettent aux prises un État à une entreprise non étatique, comme c'est le cas avec l'État islamique ou bien Boko Haram. Et le colonel Badiek a parlé de la dissymétrie. Effectivement, ici, il s'agit du rapport dans un schéma conventionnel, symétrique. Il s'agit du rapport d'un État très fort contre un État très faible. C'est pour cela qu'il a dit qu'on ne pouvait pas utiliser le marteau pour écraser une mouche. C'est-à-dire qu'il faut une proportionnalité en matière d'usage des armes, parce que lorsqu'on est très fort, imaginez une puissance détentrice de l'arme atomique, de l'arme nucléaire, qui utiliserait justement cette supériorité stratégique dans un conflit contre un État nettement faible sur le plan militaire. On va marquer une pause dans quelques instants, mais Dr-Colonel Didier Badiek, consultant en stratégie et prospective sécuritaire, j'aimerais que vous reveniez un peu sur cet aspect de lutte interne dans les États, parce qu'aujourd'hui on parle certes d'une riposte globale, mais il y a des efforts à faire déjà en interne. Eh bien, lorsque vous faites cette analyse, moi je voudrais la remonter un peu plus, n'est-ce pas, au niveau même mondial, parce que l'Afrique tout au moins était neutre dans le terrorisme, en dehors des petits cas d'irrédentisme qui pouvaient se prononcer au niveau généralement des frontières. Hein. Et cela pouvait s'expliquer parce qu'au niveau des frontières, on pouvait dire que l'administration disparaissait progressivement. C'est un peu le caractère commun de tous les schémas sécuritaires en Afrique. Cette Afrique est restée neutre jusqu'au 11 septembre. Mais ce n'est pas en ce moment que cette neutralité a été violée. Cette neutralité a été violée après la résolution 1973 du Conseil de sécurité qui condamne Kadhafi. Il faudrait bien que l'on sache aujourd'hui que le terrorisme a peut-être toujours existé, mais de manière modérée au niveau de l'Afrique, et c'était gérable. Mais il faut dire que le départ du terrorisme en Afrique part, n'est-ce pas, de la déliquescence qu'a occasionné la déstructuration de l'État libyen. C'est à partir de ce moment que ce terrorisme. Et je me demande s'il n'y avait pas un effet final recherché dans cette affaire. Je me demande pourquoi... On va poursuivre dans quelques instants, professeur. Le temps nous tient à la gorge. Une petite pause et on reviendra à vous. Mesdames, Messieurs, Twilight vous revient dans quelques instants. À tout de suite. Colonel Didier Badiek, consultant en stratégie et prospective sécuritaire. Vous avez la parole tout à l'heure pour poursuivre sur les solutions endogènes peut-être. Oui, je préconise effectivement les solutions endogènes parce que si vous regardez un peu l'historicité et la dynamique, n'est-ce pas, du terrorisme depuis au moins 10 ans aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que la FMM en fait qui a opposé des réactions proportionnelles et puis efficaces et efficientes contre le terrorisme. Et cette FMM a gardé sa souveraineté, ces 3 États, enfin avec d'autres en extension, qui ont essayé, n'est-ce pas, d'avoir un ordre d'opération qui combat effectivement ce terrorisme. Et depuis que ça marche très très bien dans les échanges entre ces pays-là, on se partage les informations et ça s'est atténué. Le seul problème aujourd'hui, c'est de la prise en charge des DDR, démobilisés, qui sont là parce que ils sont tellement nombreux que si on n'a pas une stratégie pour pouvoir les contenir, les entretenir, les former, les déradicaliser, eh bien on va revenir sur la case départ. Mais lorsque vous comparez ces groupes qui ont, en termes de sécurité collective, vous allez voir que les autres ont lamentablement échoué. Je vais vous dire, lorsque, par exemple, les États-Unis étaient là, qui nous donnaient une couverture en termes d'information au niveau des satellites, mais l'information allait d'abord
aux États-Unis, ça repartait à Africom avant de nous revenir 2 jours après. Vous savez que la force même du terrorisme, c'est quoi? C'est la flexibilité et la mobilité. Ils ont donc le temps de faire tout ce qu'ils veulent. Non, c'est avec nos moyens, n'est-ce pas, que nous avons pu gagner. Avec 2 choses essentielles, ou bien 3 choses. Une petite techno-guerre, une guerre rustique, parce qu'il faut marcher, il faut durer sur le terrain, n'est-ce pas? Et ensuite, être capable de pouvoir gérer les situations de flexibilité sur le territoire. Et c'est ce que nos unités ont pu faire en collaboration avec le Nigeria. Dès que nous avons eu ce droit de poursuite, nous avons combattu à Sambisia. Nous avons, le Cameroun a aidé énormément pour la neutralisation de la poche qui existait à Sambisia. C'est en ce moment que Shekau a été neutralisé également. Donc vous savez, aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on nous fasse croire que nous ne pouvons pas. Il faudrait juste être capable, cette sécurité collective devrait être capable de marcher. Vous allez voir, avec les 3 États qui sont en train de créer l'AES, ça peut donner des résultats à partir du moment où ils vont agir en toute souveraineté. Vous ne pouvez pas avoir une force multinationale ou alors une sécurité collective. Vous réfléchissez sur sa stratégie et ce sont les autres qui financent cette sécurité collective. Vous n'aurez jamais de souveraineté. On va vous imposer, n'est-ce pas, votre ordre d'opération. Donc ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est que cette Afrique-là puisse se libérer véritablement et qu'on puisse faire des modèles de sécurité collective, parce que l'ASPA, avec l'APSA, l'architecture de paix et de sécurité en Afrique aujourd'hui, c'est un échec cuisant. Il y avait la capacité africaine de réponse immédiate aux crises, la CARIC, qui mettait des États en avant, quelques États qui avaient des capacités militaires conséquentes, mais on a tout fait de ruiner ce projet. Donc, je dis encore que ça ne peut pas être des concours de circonstances que de réveiller ou alors de détruire la Libye, et que par la suite, toutes sortes d'organisations qui peuvent se mettre sur pied et qui soient efficaces, on fait tout pour les miner. Pourquoi est-ce qu'on a créé le G5 Sahel? Il y avait le Tchad et le Niger qui faisaient partie de la FMM. Mais on a quand même repris ces États, les occuper, n'est-ce pas, à d'autres opérations pour, en réalité, dénuder le front de la FMM. Et ça a été l'une de ses conséquences. Donc, il faudrait que nous comprenions aujourd'hui, si nous voulons, il y a une compréhension africaine du terrorisme. Cette notion a beau être mondialisée, il faudrait que nous comprenions le terrorisme, comment est-ce qu'il agit. Mais il a eu cette puissance, on va dire cette vérité, du fait de la déliquescence totale, n'est-ce pas, de la Libye, où des milliers et des milliers d'armes sont sorties. Docteur Lucien Bekran-Kenge. Oui, sans être très distant de mes prédécesseurs, je crois qu'également les questions de politique et d'action publique doivent davantage être mises en œuvre pour pouvoir, n'est-ce pas, essayer de diminuer au plus grand la question du terrorisme. Mais il y a aussi un pan que j'aimerais soulever, c'est celui des femmes ou de la participation des femmes dans les solutions en matière de terrorisme, parce que depuis que, par exemple, le Cameroun a engagé la lutte, nous n'avons pas vu véritablement l'émergence des figures féminines en matière de positionnement pour, n'est-ce pas, essayer de participer. Il y avait des femmes avec votre concours colonel qui s'est élevé du côté du nord-ouest quand l'école a été attaquée. Oui, c'est ça, je dis, c'est un cas marginal. Donc je pense que on devrait davantage ici aussi densifier, n'est-ce pas, ce genre d'action, c'est-à-dire amener les femmes à participer dans le cadre des solutions, puisque l'étude même de la criminalité montre que les femmes sont des moins parties prises à la question criminelle. Donc pour moi, je pense qu'en dehors de la question des politiques et actions publiques, on pourrait également regarder la question des femmes pour des solutions au terrorisme. Vous avez le même avis, docteur Fapon Alassa, historien des civilisations et des religions à l'université de Yaoundé 1. Il faut des actions individuelles? Oui, il faut à la fois des actions à 3 niveaux. Je ne reviendrai pas sur les actions militaires. Je crois que le colonel Bajak a été suffisamment clair là-dessus. Il faut nos propres stratégies, nos propres moyens.
Mais au-delà de la réponse militaire, je l'ai souligné, il faut une réponse politique à nos différents problèmes. Parce que vous vous rendez compte que le terrorisme commence par la radicalisation. Après, ça va se muter en extrémisme violent. Et le nid du terrorisme s'installe. Donc parfois, avec un problème de radicalisation qui est né d'une frustration sociale, d'une frustration politique, vous voulez donner une réponse qui n'obéit pas à l'attente peut-être de ces marginalisés, et votre réponse à la radicalisation va muter une situation que vous aurez pu gérer par peut-être un dialogue politique, par une redistribution de la manne, c'est-à-dire la question de développement de justice sociale. Donc nous contribuons à multiplier les poches d'extrémisme violent et de nid du terrorisme. Il ne faudra pas que lorsque les militaires ferment la porte de tel côté, c'est-à-dire que l'injustice sociale, la mauvaise gouvernance, la corruption ouvrent les portes de l'extrémisme violent de l'autre. On sera dans un cycle d'extrémisme violent sans continuer. Donc il faut agir à la fois sur le plan militaire, il faut réduire la pauvreté, parce que toutes les statistiques montrent que c'est souvent des groupuscules terroristes qui commencent à penser et sont donc facilités par la paupérisation de nos populations, de nos territoires et autres. Et quand je chute là, qu'il faut intégrer justement les femmes, la société civile, dans cette réponse. Parce qu'au sein de la société civile, vous allez trouver les religieux, vous allez trouver les femmes, vous allez trouver des personnes qui peuvent mieux éduquer et déradicaliser dans la mentalité de la jeunesse, dans la mentalité des uns et des autres, que ce soit l'idéologie religieuse radicale, c'est-à-dire vous mettez à contribution des leaders religieux de toutes les obédiences pour déradicaliser. Et cela commence à être fait, mais il faut que l'État fasse de cela une véritable politique et finance même la déradicalisation des idéologiques de la jeunesse, des communautés, etc. Et il faut mettre sur pied les stratégies pour permettre aux femmes de parler. Je vais citer par cette anecdote. À l'extrême nord, par exemple, quand on a commencé des enquêtes pour contrer le terrorisme, on a interviewé des femmes, parce que quand un enfant regroupe un groupe, la première personne à connaître, c'est soit son époux, soit c'est sa maman. Quand on ramène de l'argent, c'est généralement la maman qui connaît que mon fils commence à avoir beaucoup d'argent. Donc, il faut que les femmes, il faut les outiller à comprendre les mutations que subissent les enfants au jour le jour en termes de radicalisation, en termes du fait de joindre un groupe terroriste. Et si on forme très bien les femmes, elles pourront effectivement accompagner les États dans le processus non seulement de prévention du radicalisme, de l'extrémisme violent, mais surtout dans le fait de ramener ceux qui étaient déjà, n'est-ce pas, dans ce groupe-là et construire une économie qui va les intégrer. Concrètement, après avoir outillé cette gente féminine-là, quel type d'action est-ce que vous attendez d'elle? Le type d'action, ça commence au niveau de la cellule familiale. C'est-à-dire qu'il faut une économie familiale où la maman doit pouvoir... C'est la maman qui éduque dans les sociétés africaines, quel qu'en soit le discours qu'on va nous tenir aujourd'hui. Il faut outiller la femme à mieux éduquer. Parce qu'on ne va pas peut-être entrer... Le terrorisme recrute dans les milieux d'extrémisme violent. Mais regardez un peu, peut-être qu'il y aura une émission sur ce que deviennent les jeunes dans les collèges aujourd'hui, dans nos villes, avec la violence. C'est-à-dire que même le verbe devient de plus en plus violent. Ça veut dire qu'il y a une sorte de démission de l'éducation au sein de la cellule familiale. Il faut que les femmes reprennent en main l'éducation des enfants. Il faut restructurer les cellules familiales et il faut que les femmes s'organisent de façon collective avec l'économie sociale et solidaire, développent. Il faut les autonomiser sur le plan financier, parce que la plupart des femmes aujourd'hui, parfois ce sont des veuves, c'est des jeunes filles qu'on a enceintes et qu'on a délaissées qui se retrouvent des mères avec des enfants
dont la maman ne peut véritablement pas prendre en charge. Et la seule solution pour ces enfants, c'est de rejoindre les groupes armés pour amener quelque chose à manger. Donc si on autonomise les femmes, on développe une économie sociale et solidaire profitable aux femmes. On est quand même sûr que ces femmes-là peuvent être une barrière à cette idéologie, à cette volonté des jeunes d'aller vers l'économie du terrorisme. Professeur Franck Ebogo, vos solutions? Oui, je crois que beaucoup de solutions ont été ébauchées ici. Alors, on est d'accord qu'il faut une synergie d'action entre les différents acteurs. On a beaucoup insisté sur les organisations de la société civile, les autorités religieuses. Il faudra aussi ajouter les autorités traditionnelles parce que dans certaines localités, les allégeances sont plus accentuées envers l'autorité traditionnelle qu'envers l'État. C'est lorsque le chef, le lawan, le chef local parle qu'on écoute, alors que lorsque l'administrateur civil, le sous-préfet autre viendrait parler, on n'écoutera pas. Et une autre solution aussi, parmi tant d'autres, il faudrait véritablement une synergie entre les différentes politiques publiques. Parce que jusqu'à présent, vous allez voir, il y a beaucoup de ministères qui sont intéressés, qui sont impliqués dans la lutte contre l'extrémisme violent. J'ai eu à travailler il y a quelques années avec le MINJEC. Nous avons produit une stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme violent chez les adolescents et les jeunes. Mais chaque ministère peut adopter une stratégie. Mais je pense qu'on devrait avoir une stratégie nationale. Une stratégie mise en place à travers un travail interministériel, de sorte qu'on puisse dire que voilà la stratégie du Cameroun en matière de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent, où on verrait donc les responsabilités de chaque acteur, de toutes les parties prenantes, que ce soit les ministères, que ce soit les organisations de la société civile, les politiques et autres. Donc il s'agit véritablement d'un travail qui nécessite cette synergie d'action. Avant qu'on ne regarde donc vers l'extérieur, parce que jusqu'à présent on a pensé que la lutte contre le terrorisme, qui est évidemment un phénomène transnational, ne reposait que sur des réponses globales ou bien des réponses concertées. Mais il faut d'abord que, en tant qu'État souverain, que le Cameroun puisse apporter des solutions individuelles, des solutions innovantes par rapport à ce phénomène-là. Ce qui passe donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, par une bonne mobilisation de toutes les parties prenantes. Parce que, je finis par là, que lorsque vous dites que vous êtes un État souverain, vous devrez donc remplir vos missions régaliennes. Et la première mission régalienne d'un État, c'est d'assurer la sécurité de ses citoyens. Il faut peut-être rapidement, avec votre permission, dire que le MINREX avait justement commencé avec l'accompagnement du CAED d'élaborer le plan stratégique national du Cameroun de lutte contre... Voilà, ce qui montre qu'il s'agit d'une action en réalité qui est fragmentée, parce qu'on n'arrive pas à mettre en place une synergie interministérielle. Et c'est véritablement le problème à ce niveau. Et vous pensez qu'en mettant cette synergie-là en place, en appliquant toutes ces solutions-là, on arriverait peut-être à éradiquer complètement le terrorisme de la surface de la Terre au Cameroun et ailleurs? Non. Je pense que le terrorisme est comme la guerre. La guerre ne finira jamais dans la société. Je n'ai pas une vision pessimiste. D'ailleurs, ceux qui ont pensé qu'on entrait dans une ère de forclusion de la guerre se sont bien trompés. Ceux qui, comme Fukuyama, qui pensaient que le monde, l'après-guerre froide, serait un monde libéralisé, un monde de paix, se sont véritablement trompés. Donc, la guerre est une réalité permanente dans nos sociétés. On ne peut que, si vous voulez, la réduire. C'est la même chose avec le terrorisme. Le terrorisme, c'est pas seulement ceux qui se font éclater avec des bombes et autres. Ce sont tous ceux-là qui tiennent même parfois des discours extrémistes et qui n'attendent que le moment idéal pour passer à l'action. Donc je pense que si on a des politiques publiques adéquates, on peut réduire la portion d'individus radicalisés ou bien extrémisés, sachant que évidemment on ne pourra jamais arriver à une situation de zéro acte terroriste ou bien de zéro guerre dans le monde.
Professeur docteur colonel Didier Badjek, votre conclusion en quelques secondes seulement, on n'a plus de temps. Je ne sais pas quoi je vais faire en quelques secondes. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que de façon diamétrale, il faudrait que le côté opérationnel s'associe au côté politique. Et que le côté opérationnel ne va jamais s'estomper, comme le professeur a dit. Il y aura toujours, n'est-ce pas, un résidu, parce que la qualité en réalité de l'action du terroriste, c'est quoi? C'est la résilience et la rusticité. C'est-à-dire que le terroriste peut vivre partout. Donc, après 10 ans, vous aurez quelqu'un qui est resté dans une cellule dormante, qui pourra toujours vous faire éclater une bombe, et ce sera vif dans les consciences des gens. Mais parallèlement, si vous n'adossez pas au plan opérationnel, un plan politique qui se base sur tout ce qu'ils ont formidablement évoqué ici, eh bien ça ne marchera pas. La seule chose que je vais évoquer, moi je vois une autre reconnaissance de la capacité de la gente féminine ailleurs, c'est dans la vectorisation des projets sociaux. Elle a plus d'aptitude à accéder, n'est-ce pas, à ce genre de personnes, être plus sensible, donc trouver des solutions meilleures, en dehors du fait qu'au niveau de la famille, elle reste importante. Et enfin, mettez les stratèges et les stratégistes à leur place, avec des observatoires qui peuvent être capables de juger l'évolution, n'est-ce pas, de l'effondrement du terrorisme et les mesures qui sont mises sur place. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, chers messieurs, d'être venus en présentiel sur ce plateau. Professeur Franck Ebogo, géopolitologue internationaliste, directeur du laboratoire d'analyse des dynamiques internationales et géopolitiques, l'ADIC de l'Université de Yaoundé 2, docteur colonel Didier Badjek, consultant en stratégie et prospective sécuritaire, docteur Lucien Bekran-Kenge, enseignant-chercheur en droit privé et sciences criminelles, et puis Dr Fouapona Lassa, historien des civilisations et des religions à l'Université de Yaoundé 1. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles. C'était Twilight, édition du mercredi 11 septembre 2024. Nos programmes se poursuivent. Restez sur CRTV News.